Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo d'annonce, plus de 1 an et demi. Et durant cette période, il s'est passé beaucoup de choses. Mais vous commencez à me connaître, je suis pas le meilleur des communicants. Je suis quelqu'un d'assez discret, je pense, sur internet. Mais malgré le fait que je communique assez peu, je pense qu'il est important de temps en temps de faire un point, de revenir sur ce qui a été fait, de donner mon ressenti, et aussi de recueillir le vôtre dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je vous lirai en tout cas. Et comment va être organisée cette vidéo? Comme d'habitude, je vais faire ça en 2 parties. La première sera donc consacrée au bilan, où justement je parlerai de l'évolution de la chaîne, je parlerai de ma situation actuelle, de la situation financière de la chaîne et des différentes façons dont vous pouvez soutenir mon travail. Je reviendrai sur ce qui a fonctionné à mes yeux, ou ce que j'aurais pu faire mieux au contraire. Et bien sûr, je finirai cette première partie en parlant des projets à venir pour 2026. Et je pense que ça va être cool, je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver, du moins je l'espère, et comme vous le savez, comme je le dis souvent, on peut ne pas aimer ce que je fais, mais je pense qu'on sent que je donne tout ce que j'ai dans mon travail, et ça je continuerai d'essayer de produire des choses dont je suis fier, et de vous apporter du plaisir, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui donne beaucoup de sens à ma vie. Bon, en dehors de cet aparté émotion, je ne peux décidément pas m'en empêcher, la seconde partie sera donc consacrée aux questions que vous m'avez envoyées. Alors j'en ai reçu beaucoup, j'en ai reçu presque 200, et évidemment je ne pourrai pas toutes les traiter, et j'ai fait une petite sélection pour que ça tienne environ sur 1 heure. Donc 1 heure pour la partie FAQ, et comme d'habitude, de toute façon, tout sera chapitré, donc s'il y a des questions ou des parties qui ne vous intéressent pas, vous pourrez les zapper. Mais, avant de commencer tout ça, vous le savez, c'est un rituel. Je dois vous remercier parce que, bien que j'essaye toujours de répondre aux commentaires et aux messages que je reçois sur Discord ou ailleurs, il y a des moments où je ne peux pas, où je suis pris dans le travail, ou tout simplement j'oublie. Et ces vidéos d'annonce sont justement une bonne occasion pour moi de faire un remerciement global, de remercier cette communauté, de vous remercier pour votre soutien depuis plus de 3 ans maintenant. Le fait de faire des vidéos aussi longues, qui demandent autant de travail et qui sont donc aussi espacées, amène beaucoup de stress. Donc travailler souvent seul sur ces longues périodes, il y a forcément des moments de doute et d'angoisse. Et vous lire, est toujours une aide ô combien précieuse, je le pense sincèrement. Je tiens à vous le dire et à vous le répéter. Et en plus, cette année, il y a eu un événement tout particulier, parce que nous avons franchi le cap symbolique des 100 000 abonnés, donc il y a quelques mois de cela. Et honnêtement, quand j'ai reçu le trophée YouTube, tout ça m'a paru assez irréel. J'ai commencé cette aventure en n'attendant rien, en espérant rien. J'ai fait ça parce que j'aimais créer. J'ai jamais pensé faire une carrière sur YouTube. Et maintenant, on en est là 3 ans plus tard, à avoir dépassé les 100 000 abonnés, et maintenant avoir fait de cette passion ma vie. Plus que de ressentir de la joie ou de la fierté, même si on a eu évidemment, cet événement, ce trophée reçu m'a fait réfléchir sur certaines choses, et je voulais profiter de ce moment pour dire un petit message. Souvent, je reçois des messages privés de personnes qui sont inspirées ou non par mon travail, et qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent créer des choses, et qui demandent des conseils ou des avis. Et je voulais profiter de ce trophée pour dire à toutes les personnes qui auraient justement ce désir, d'oser créer, d'oser partager. Évidemment, il n'y a rien qui garantit la réussite, mais je pense qu'il n'y a rien de pire que le regret de ne pas avoir essayé si on a envie de faire quelque chose. Donc c'est peut-être un peu bateau, mais si ce petit message peut inciter des personnes à oser, à tenter de créer pour eux, pour le plaisir, et si vous aimez ce que vous faites, si vous en êtes fiers, il y a de bonnes chances que d'autres apprécient aussi. Et pour conclure cet aparté, pas de face reveal d'Indomitus, mais au moins une chemise reveal, et surtout, ce trophée que je voulais partager avec vous en photo,
avec toutes les personnes qui me soutiennent depuis ces 3 ans, toutes celles qui me supportent via leurs encouragements, et évidemment aussi celles qui me soutiennent financièrement via leurs dons, et qui me permettent de vivre et de continuer ce que je fais. Donc à toutes et à tous, encore une fois, merci pour tout. On va pouvoir passer au bilan. Et que s'est-il passé durant cette année et demie ? Eh bien, en 1 an et demi, 5 vidéos sont sorties. Ça peut paraître peu, mais en réalité, ça représente presque 17 heures de contenu, donc plus d'1 heure par mois en moyenne. Ça a été une période très intense, durant laquelle je me suis énormément investi dans le travail, peut-être même trop par moment, au point d'en arriver à une fin d'année où j'étais vraiment fatigué. Mais les vacances ont vraiment fait du bien, et là je suis vraiment content de reprendre le travail. J'ai des projets qui me passionnent qui arrivent pour 2026, mais ça sera pour plus tard, je vous en parlerai un peu plus tard. D'un point de vue statistique, ça a été globalement très positif, puisque 3 de ces 5 vidéos sont maintenant les plus gros succès de la chaîne. On a le Royaume des Dieux partie 1 et 2, qui chacune ont atteint ou sont proches du 1 million de vues. On a aussi l'épisode sur les Dark Angels qui approche tranquillement des 500 000 vues, et cela en quelques mois seulement. Mais au-delà de ça, moi ce que je regarde le plus, parce que bon, les vues évidemment c'est une bonne chose, mais ce que je regarde le plus ce sont les durées de visionnage moyen, car si une personne arrive et elle reste 5-10 minutes sur la vidéo, pour moi c'est inquiétant, ça veut dire que j'ai réussi pas à faire ce que je veux. Mais là on est sur une moyenne qui est assez folle. Sur ces vidéos là on est sur du 1h, 1h30 de moyenne par vue. Ce qui pour YouTube est vraiment énorme. Et évidemment, ça fait très très plaisir. Mais à côté de ces succès, il y a aussi eu l'ennemi primordial, un épisode qui lui a globalement moins bien fonctionné. Mais dans un sens, je m'y attendais. C'était un projet plus expérimental où on ne suit pas vraiment une chronologie ou un personnage. C'était une approche un peu plus abstraite et plus sombre. Et même si ça a plu à certains, notamment la première partie, la seconde, avec le recul, je pense que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu être plus clair sur certains passages. Donc un épisode que je suis globalement très content d'avoir testé, j'ai pas de regrets. Mais ouais, un épisode qui a quand même moins bien marché, mais voilà, c'est pas grave, c'est le jeu. Et enfin, le dernier épisode en date, la croisade de Tramas, lui fonctionne bien. Ce n'est pas dans les plus gros succès de la chaîne, mais ça fonctionne correctement. Les retours sont en tout cas très encourageants, et puis voilà, on verra comment ça évoluera. Mais la vidéo fait son chemin. Maintenant, d'un point de vue plus personnel et créatif, ça a été une période qui m'a permis d'expérimenter sur beaucoup de choses que je n'avais jamais osé faire jusque-là. Dans l'ennemi primordial, j'ai créé une histoire entièrement originale, donc la première partie sur l'histoire de Kellen, et ça a été vraiment une expérience difficile, mais vraiment super stimulante d'inventer une histoire de A à Z, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Sur les Dark Angels, sur les Dark Angels, c'est pas vraiment de nouveauté, c'est plutôt j'ai essayé de prendre des meilleures habitudes d'écriture, j'ai essayé de prendre un peu plus mon temps, de me relire davantage, d'éviter des formulations, des figures de style que j'avais un peu trop l'habitude d'utiliser, et d'ailleurs que certaines qui m'avaient été remontées en commentaire. Donc j'ai eu des retours très positifs sur l'amélioration de l'écriture sur les Dark Angels, donc j'espère que ça a payé, que je continuerai de m'améliorer. Mais surtout sur le Royaume des Dieux, ou sur la croisade de Tramas, c'est là où j'ai pu oser le plus de choses en termes d'animation, et où j'ai pu travailler avec des artistes talentueux, et c'est là où vraiment je me suis fait plaisir, notamment sur les cartes de campagne qui ont pu être utilisées dans ces 2 épisodes, celle des guerres d'unification dans le Royaume des Dieux, et celle de la campagne du secteur de Tramas dans la croisade. C'est une idée qui m'a toujours énormément plu, l'idée des cartes. Ça permet, je trouve, de mieux comprendre le déroulement des événements, surtout sur des échelles aussi grandes. Ça rend la chose plus dynamique et aussi d'une façon plus pragmatique. Je trouve que c'est toujours très cool d'avoir des belles cartes qui ont été créées pour l'occasion, bien dessinées par des artistes talentueux. Et c'est justement le point avec lequel je veux terminer cette rétrospective des différentes vidéos qui sont parues. Si je devais retenir une chose de cette année, ça a été le plaisir que j'ai pris à travailler avec des artistes d'horizons divers, parce que évidemment il y a
Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire parce que j'en ai pas les capacités, je ne suis pas illustrateur, je ne suis pas animateur. Et le fait d'avoir pu travailler avec des gens comme Joe, qui est la personne qui a fait les cartes pour le Royaume des Dieux, pour Tramas, pour Hell's Reach aussi, qui a fait les bannières de personnages, des factions pour les déplacements, d'avoir pu travailler avec Exanity qui m'a créé des artworks spécifiques pour la croisade de Tramas. C'était génial, ça a permis pour moi de rendre la chose encore plus immersive, je trouve, et d'apporter un certain cachet, d'avoir des créations qui sont spécifiques aux vidéos. Et ouais, c'était génial de travailler avec eux. En plus de ça, c'est des personnes incroyables, vraiment gentilles, aidantes. Et puis aussi, je ne peux pas ne pas le mentionner, j'ai adoré travailler avec Legio Symphonica, qui est un de mes grands amis maintenant, et qui depuis toujours m'aide sur le son, ou me laisse utiliser sa musique, ou même parfois me fait des remixes pour mes épisodes, mais là qui m'a encore plus aidé que d'habitude parce qu'il m'a aidé sur l'animation justement de ces cartes ou des déplacements. Ça a été un travail monstre. Donc voilà, merci à toutes ces personnes. Il y en a que j'ai pas citées, mais c'était vraiment génial de travailler avec des artistes de telle qualité, et j'espère qu'on pourra faire des choses toujours plus stylées pour les épisodes à venir, et j'en suis sûr parce qu'on en a déjà parlé avec certains, on a déjà des idées très cool. Maintenant, on en arrive à la situation de la chaîne, donc aussi bien ma situation personnelle que la situation financière. Alors pour ce qui est de la motivation, je suis toujours très motivé, j'ai même beaucoup trop d'idées par rapport au temps que j'ai. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais voilà, il y a quand même des choses que je dois améliorer de mon côté, notamment sur la gestion du stress, où je me mets vraiment beaucoup de pression dans mon travail. Je suis très exigeant envers moi-même, parfois trop, et c'est quelque chose sur lequel je dois apprendre à lâcher prise pour éviter de m'épuiser mentalement par moments. Vous le savez, je suis quelqu'un qui parle très peu d'argent, je ne l'ai jamais fait dans aucune de mes vidéos, et c'est vrai que moi ce que j'aime faire c'est créer, c'est raconter des histoires. Je suis, je pense, un très mauvais communicant et donc aussi un mauvais vendeur. Mais voilà, même si j'aime pas le faire, il faut être un peu pragmatique par moment et juste tout simplement vous parler honnêtement de la situation de la chaîne. Alors déjà, je vais vous rassurer parce que j'ai vu, c'est très gentil, certains commentaires qui s'inquiétaient suite à mon annonce. Et non, pas de panique, je vais bien continuer à faire des vidéos en 2026. Je peux continuer à en vivre, et bien grâce au soutien des gens qui m'aident, qui me financent via Tipeee. Parce que peut-être que certains sont déjà au courant, mais pour les nouveaux spectateurs, certains n'en se rendent peut-être pas compte, mais je ne mets aucune publicité sur YouTube, je ne fais pas de collaboration, donc je ne gagne pas d'argent via YouTube. Et en plus, je suis j'ai une chaîne qui fonctionne un peu à contre-courant des formats actuels. Alors je ne suis pas le seul évidemment à faire ça, mais voilà, des vidéos longues, peu fréquentes, loin des contenus dynamiques et très calibrés que l'algorithme met souvent en avant. A contrario, il y a une sorte de reset qui s'effectue au niveau de l'algorithme et un besoin de reprouver mon travail, la qualité de mon travail à chaque sortie. Mais ce n'est pas pour me plaindre que je dis ça, parce que c'est un choix qui est totalement assumé, et je pense que si la chaîne fonctionne, si on a atteint les 100 000 abonnés en 3 ans et que des vidéos ont dépassé le 1 million de vues, c'est justement parce que cette vision que je défends touche des gens, à mon avis. Il y a des gens qui apprécient cette manière de faire. C'est juste que voilà, c'est une méthode qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc même si la chaîne est stable et viable, c'est un modèle qui reste plus fragile sur le long terme, qui est sans doute plus angoissant. Parce qu'aujourd'hui, je vis de mon travail, mais je ne dégage pas réellement de marge, et c'est quelque chose que j'ai forcément en tête pour l'avenir. Quelque chose qui est forcément stressant quand on met des mois à sortir une nouvelle vidéo. Et les raisons au fait que je n'arrive pas à dégager d'argent pour le moment, je pense qu'elles sont assez simples. D'une part, il y a le fait que je communique très peu sur mon travail, que je rappelle très peu de me soutenir. J'essaie de le faire le moins possible parce que ça me gêne. Mais comme je le disais tout à l'heure, parfois il faut être pragmatique, et je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte forcément de tout le travail qu'il y a derrière, et vu que je n'en parle pas, ça n'aide pas. Et moi-même, avant de faire des vidéos, je ne m'en rendais pas forcément compte. Donc il y a un manque de communication de ma part, un manque de rappel, mais surtout en fait, c'est que les vidéos sont devenues plus chères à produire. J'essaye de faire des choses toujours plus immersives, j'essaie de faire des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont jamais été faites même en anglais.
Voilà, revoir la conquête de Terra pendant les guerres d'unification sur des cartes animées, ça n'a jamais été fait. Pareil pour la croisade de Tramas et le suivi de la campagne, même ce qui avait aussi été fait sur Hell's à l'époque. Voilà, j'essaye de faire des choses nouvelles, j'essaye de faire des choses ambitieuses. Moi, je ne me vois pas vraiment comme un créateur de vidéos de lore en tant que tel. Je vois plutôt ce que je fais comme des sortes d'adaptations, alors des adaptations à mon niveau, où j'essaye de faire vivre un récit, de transmettre des émotions. Alors parfois j'y arrive, parfois je n'y arrive pas peut-être, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, faire ces histoires, créer des illustrations, imager des scènes qui n'avaient jamais été imagées, faire des animations, de l'animation 3D aussi par moment. Il y a aussi une grande importance que j'accorde à l'ambiance musicale, à trouver des musiques, à payer des musiques, donc les droits d'auteur, à payer les bibliothèques de sons, et bien donc tout ça à rémunérer les artistes avec qui je travaille. Tout ça, mis bout à bout, c'est un coût qui est conséquent. Et c'est la voie que j'ai choisie, c'est la voie dans laquelle je m'épanouis, c'est comme ça que je suis heureux de faire mon travail, de faire des vidéos dont je suis fier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous rappelle que si vous voulez m'aider, si vous voulez soutenir la chaîne et l'aider à se développer, à être aussi un peu plus serein pour l'avenir, à payer des artistes, à travailler avec eux, et à les aider à vivre eux aussi. Donc pour m'aider, il y a deux façons de faire. Donc c'est via don sur Tipeee, comme je l'ai dit, il y aura le lien en description et qui s'affichera aussi sur l'écran. Mais depuis peu, j'ai aussi activé le membership sur YouTube. Alors aussi, je le montrerai à l'écran. Il y a maintenant la possibilité sur la chaîne YouTube de rejoindre, devenir un membre du channel. Ça fonctionne exactement pareil que sur Tipeee. Je n'ai pas vraiment de préférence entre les deux. Moi, de mon côté, je cherche aussi des idées pour développer la chaîne, justement. Je vois souvent passer des messages de personnes qui me disent avec gentillesse pour me soutenir, justement, de monétiser, de mettre des pubs. Je ne vais pas le faire et je vais en profiter pour expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a cette côté où ça casserait l'immersion et je n'ai pas envie de le faire. Et de l'autre, même si je le voulais, ça serait pas vraiment intéressant pour le contenu que je produis. Pourquoi ? Parce que mettre des pubs en fait est utile si on génère énormément de vues fréquentes. Donc c'est-à-dire que c'est intéressant si on fait beaucoup de vidéos, donc des vidéos généralement assez courtes, et on crée un gros catalogue de vidéos, comme ça on génère beaucoup de vues par jour. Là les pubs peuvent être intéressantes, ou au contraire, si on est vraiment une grosse chaîne qui fait des vidéos plus fréquentes, mais qui fait des millions de vues à chaque fois, là on peut en vivre. Mais dans mon cas, qui est une sorte d'entre-deux, parce que faut pas l'oublier, on est quand même sur un domaine de niche avec Warhammer, où c'était quand même des très belles stats que je fais, j'en suis très, très content, mais c'est pas une vidéo par an qui dépasse le million, ou même deux, qui permettrait vraiment de générer un revenu conséquent pour la chaîne. Donc voilà, je vais continuer sur ma vision. Par contre, c'est vrai que je réfléchis à l'idée d'intégrer des collaborations. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Si je le fais, ça serait uniquement en début de vidéo, ça serait avec des marques dont l'univers serait lié, pour ne pas casser l'immersion. Donc je sais pas, par exemple, faire des collaborations pour des livres Warhammer, pour des jeux Warhammer. J'ai quelques contacts, mais rien n'est fait pour le moment, je vous tiendrai au courant. Donc il y aurait potentiellement cette idée. J'en ai une deuxième qui m'est venue un peu au hasard. En fait, et d'ailleurs je vous la partage parce que ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur le sujet, de savoir si ça vous intéresserait. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais lors de la croisade de Tramas, j'ai tellement aimé la carte qu'on a fait avec Joe et Legio que pour le plaisir, je me suis fait encadrer chez moi pour en souvenir. Et c'est quand même un très bel objet. Je vais mettre des photos à l'écran qui apparaîtront. Et ça m'a fait demander si des personnes ne seraient pas intéressées par l'achat de tels objets. Donc voilà, plutôt que de faire du merchandising comme des t-shirts ou des casquettes Indomitus, plutôt des créations qui ont été faites spécifiquement pour un épisode. Alors évidemment, le problème du droit d'auteur rentre en compte, parce que même si ces cartes ont été pensées et créées de A à Z, elles intègrent des noms, par exemple des noms de planètes et des noms de systèmes qui appartiennent à l'univers Game Workshop, et ça, je ne peux pas les monétiser, les vendre sans leur accord. Je suis en communication avec eux depuis peu, je n'ai pas encore de réponse à ce sujet, je vous tiendrai là aussi au courant, mais si ça vous intéresse, si ça pourrait vous intéresser, laissez-moi savoir ça en commentaire. Troisième façon de faire, donc en dehors des collaborations et cette idée de merch à côté qui pourrait aider un peu, il y a un troisième projet qui va arriver. Je vais pas en parler maintenant parce qu'il y aura une vidéo spéciale d'annonce qui va arriver d'ici quelques semaines
Je garde le mystère pour le moment, peut-être que ça aidera aussi la chaîne, on verra. Et eh bien je pense qu'on a fait le tour de la situation, et maintenant eh bien on va parler rapidement de ce qui va arriver en 2026. Les 2 prochaines vidéos, donc ça sera une même histoire divisée en 2 parties, ça sera une archive impériale, et j'ai très hâte de la faire parce que en gros j'ai lu quelques bouquins sur un sujet qui m'ont complètement passionné et ça a été un gros coup de cœur et je me suis dit bon ça c'est sûr que c'est la prochaine vidéo que je fais. Je vais garder le mystère, mais je vais donner quelques indices. Ça fait longtemps que j'ai fait du 30K, donc l'époque Horus Heresy. Là, j'ai envie de retourner sur du 40K. Donc ce sera une histoire en 40K. Il y aura du Space Marine, mais ça faisait aussi longtemps que je n'avais pas fait de Xenos. Donc les Xenos seront présents aussi. Donc du Space Marine, du Xenos, du 40K, je vous laisse essayer de chercher de quoi on va parler. Franchement, les livres que j'ai lus sur le sujet, je les ai adorés, je pense que ça peut faire une histoire géniale. J'en ai parlé avec certains des artistes avec qui je travaille, pareil on a des idées qui sont à mon avis cool. Donc voilà, 2 archives impériales, un peu moins long que ce que je vais faire, oui ne rigolez pas, ça va vraiment être moins long. Parce que des vidéos comme la croisade de Trama, c'est 4 heures, le royaume des dieux partie 2 et c'est 3h50, je ne pense pas que je referai des vidéos comme ça, du moins pas pour le moment. Ce n'est pas que ça ne me plaît plus, elles ont même bien marché, et là, par exemple le royaume des dieux est le plus gros succès de la chaîne, donc j'ai l'impression que ce n'est pas un frein, c'est plus un choix personnel. J'ai trouvé que c'était vraiment très fatigant de faire des vidéos aussi longues, c'est épuisant. Donc je veux revenir à quelque chose d'un peu plus court. Alors ne vous inquiétez pas, je resterai toujours sur des vidéos longues. J'aime faire ça, mais voilà, j'ai essayé pas mal de choses au fil des années et je pense, à mon avis, que pour moi le format idéal, celui qui me plaît le plus, c'est quelque chose à la Hell's Reach, c'est-à-dire dans les 2h40, 3h max. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour les prochaines vidéos. J'ai envie de plus me limiter sur le temps et d'avoir plus de temps pour mieux écrire, pour plus peaufiner. Donc oui, 40K, Xenos, Space Marine, une ambiance assez proche d'un Hell's Reach, quelque chose un peu plus terre à terre où on suit vraiment quelques personnages forts. C'est quelque chose que j'avais envie de refaire. Donc ça sera les 2 prochaines vidéos, donc 2 archives impériales. Après, il y aura alors je ne sais pas si ça sera dans cet ordre-là, il y aura une vidéo sur les légions. Pareil, je ne vais pas vous spoiler le sujet, mais je peux dire que ce sera sur une légion chaotique. Et enfin, la 4e vidéo que je compte faire, ça fait longtemps que j'en parle, je crois depuis la première ou depuis la seconde annonce, mais j'avais dit que j'étais un grand fan des univers From Software. Pendant longtemps, j'ai hésité, j'avais peur de passer à un autre univers, mais je sens que c'est le moment, j'ai envie de le faire, et cette année verra ma première vidéo hors univers Warhammer, avec une vidéo sur mon jeu de cœur du studio From, c'est-à-dire Bloodborne. Donc j'ai déjà la trame, je n'ai pas encore le script, je n'ai pas encore commencé à écrire, mais j'ai déjà la trame, et j'ai vraiment pareil, j'ai hâte de travailler dessus. Je pense que ça plaira même aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a bien beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont découvert Warhammer sans connaître, et je pense que ça pourra plaire aussi de découvrir l'univers des jeux From Software. Surtout qu'il y a pas mal de parallèles, en fin de compte, avec une ambiance souvent très sombre, très gothique, une histoire très fragmentée, peut-être encore plus pour les histoires du studio From Software. Mais il y a pas mal de parallèles, et je pense que ça peut bien coller à mon style. En tout cas, je fais partie des personnes, comme je le disais, si on a envie de faire quelque chose, si ça nous passionne, il faut essayer. Donc j'essaierai, cette année ça sera le moment, j'ai envie de le faire. Et tout simplement aussi, ça me fera du bien de changer. Ne vous inquiétez pas, j'aime toujours Warhammer, je lis toujours du Warhammer, ça me passionne toujours autant et je continuerai d'en faire à l'avenir. Mais j'ai aussi envie de me diversifier et de changer un petit peu de style par moment. Donc voilà, soyez sûrs que comme d'habitude, je donnerai tout ce que j'ai dans mon travail pour produire quelque chose qui me plaît et qui vous plaît. Et puis voilà pour tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vais essayer de répondre au mieux aux questions que vous m'avez posées. Allez, on passe à la FAQ. Alors je vais commencer cette FAQ avec les questions qui m'ont été les plus posées, et notamment celles me demandant quand j'allais traiter de telle ou telle faction, de telle légion, de tel personnage. Et hélas, je ne peux pas vous répondre à tous individuellement, même si évidemment ça me fait plaisir de voir que vous attendez
une vidéo sans doute sur vos sujets préférés. Je ne peux pas vous répondre parce que pour la plupart de ces questions, je n'ai pas de réponse. Je suis moi-même intéressé par l'histoire de chaque légion, il n'y en a pas une que j'ai trouvée inintéressante, ou même chaque faction Xenos. À terme, j'aimerais pouvoir toutes les traiter, mais voilà, je dois être un peu pragmatique. J'espère faire 4 vidéos cette année, peut-être 5 avec un format un peu plus court, avec une petite idée que j'ai. Mais bon, et on verra si c'est possible, si j'arrive à caser ça. Le fait est que, évidemment, je n'ai pas un planning sur plusieurs années. J'espère pouvoir continuer encore longtemps et raconter encore de nombreuses histoires. Mais oui, pour l'instant, je ne peux pas me projeter aussi loin dans le futur. De plus, je suis quelqu'un qui fonctionne grandement à la passion. Par exemple, on m'a beaucoup demandé si j'allais traiter de lore récent, d'histoires sur lesquelles Game Workshop communique beaucoup ces temps-ci, comme avec les 500 mondes par exemple. C'est vrai que ça serait dans un sens le choix logique pour, on va dire, surfer sur la hype du moment, mais c'est pas quelque chose que je fais car chaque vidéo demande des mois de travail. Il faut vraiment que je sois passionné par le sujet, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur qui vient souvent de mes lectures, que j'ai envie de transmettre quelque chose, une belle histoire que j'ai pu lire, mais ça ne change pas le fait qu'à terme j'aimerais traiter de tous ces sujets. Et c'est le plus gros problème que j'ai, c'est ma gestion du temps. Il y a beaucoup de choses que je veux faire, mais hélas, voilà, j'ai un temps limité. Et cette première question sur justement l'attente de certains sujets, elle va être liée à une deuxième question qui m'a été beaucoup posée, qui est à quand les chapitres 2 de certaines légions? Alors c'est une question à laquelle j'ai répondu à chaque FAQ depuis la création de la chaîne, mais c'est une question qui est tout à fait légitime, que je comprends. Il y a des nouveaux spectateurs, il est normal que je leur réponde. En fait, le problème avec les légions, donc ça je vais raconter quelque chose dont j'avais déjà parlé, c'est que quand j'ai commencé la chaîne, j'ai fait la vidéo des ultramarines et je m'étais dit que je ferais la partie 1 puis la partie 2. Et ce qu'il s'est passé, à mon grand étonnement, c'est que beaucoup de commentaires venaient de gens qui découvraient Warhammer via mes vidéos. Une chose que je ne pensais pas, je pensais plutôt toucher un public déjà de connaisseurs. Mais ça m'a fait grandement réfléchir au fait que si ces personnes découvrent l'univers, comment je peux parler de la trame principale, de l'histoire principale, sans trop les spoiler, ou plutôt sans trop gâcher la découverte d'autres légions, parce que je vais donner un exemple, mais il y en aurait plusieurs. Si j'avais, par exemple, fait la partie 2 des Night Lords à la suite de leur partie 1, j'aurais été obligé de raconter ce qu'il s'était passé durant la croisade de Tramas, leur implication. Et, spoiler alerte, évidemment j'aurais dû parler de leur défaite face aux Dark Angels, au fait que Kurtz et Sevatar aient disparu, que beaucoup de leurs personnages principaux soient morts. Et ça, quand j'en serais venu à parler des Dark Angels et de leur propre implication dans cet événement, la découverte n'aurait pas été la même. On aurait su directement qu'ils avaient gagné, que tel ou tel personnage avait survécu. Donc voilà, d'un point de vue de l'histoire, de ce que je veux faire ressentir, de la tension que je veux créer, c'est pas du tout pareil. Et donc, j'ai plutôt opté pour faire avancer l'histoire principale petit à petit, à travers chaque vidéo. Et je l'espère faire toutes les parties 1 des légions, puis passer aux parties 2. Je peux totalement comprendre que cette façon de faire puisse être frustrante pour certaines personnes qui auraient voulu avoir directement la suite de leur légion favorite, mais je devais faire un choix et je pense qu'il n'y avait pas de solution parfaite. Soit je faisais ces parties 1 et 2 à la suite en risquant de spoiler énormément d'événements importants et de gâcher la découverte d'autres légions, soit je faisais avancer l'histoire petit à petit. J'ai opté pour cette solution que je trouvais plus intéressante. Mais oui, je peux comprendre cette question, et ça fait qu'elle est liée à une troisième question que j'ai reçue, qui est que, vu mon rythme de parution, est-ce que je suis inquiet à l'idée de pouvoir finir cette série justement, de pouvoir traiter de toutes les légions Astartes, de faire leurs chapitres 1 et 2 ? Alors c'est une question que moi-même, je ne me pose pas, je ne suis pas inquiet à ce sujet. Évidemment, j'ai lancé ce projet dans l'optique de réussir à raconter tous ces récits. C'est ce que je vise en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais je me dis que j'ai donné mon maximum sur chaque vidéo. Et le plus important, c'est que chaque vidéo se suffit à elle-même, je pense. J'espère en tout cas que chaque épisode vous a procuré du plaisir, que vous avez passé un bon moment. Et ça pour moi c'est le plus important, c'est quand même l'objectif principal. Donc non, je ne suis pas trop inquiet là-dessus.
Comme je le disais, j'essaierai de faire mon maximum. Je ferai mon maximum pour finir ce que j'ai commencé. Et sinon, je me dis que j'ai déjà travaillé du mieux que j'ai pu sur ces chapitres 1 et que j'espère avoir procuré, comme je le disais, un peu de plaisir aux personnes qui les ont découverts. Mais ne vous inquiétez pas, j'espère être encore là pour de nombreuses années et pouvoir continuer et finir ces récits sur les légions Astartes. Maintenant, autre question qui m'a été beaucoup posée. Vous le savez, j'avais communiqué il y a quelques mois maintenant, sur l'état de santé de Legio Symphonica, un de mes bons amis qui travaille avec moi depuis quelques temps maintenant. C'est un compositeur de la communauté qui a fait beaucoup de musique pour différentes productions, notamment en Game Workshop. Donc c'est un compositeur qui m'aide beaucoup sur le son, qui me laisse utiliser ses musiques, qui même les remixe parfois pour moi, et qui m'a aussi énormément aidé sur les dernières vidéos parce qu'il fait aussi de l'animation. C'est un de ses petits plaisirs, donc il m'a énormément aidé sur l'animation des cartes de campagne. Et oui, donc il y a quelques mois, il avait raconté qu'il avait de gros soucis de santé, qu'il avait une tumeur au niveau du cerveau, pas loin de l'oreille. Depuis, je l'ai revu il y a pas longtemps, il était chez moi il y a quelques jours au moment où j'enregistre cette FAQ. Il va mieux, il a subi une opération de plus de 10 heures. Il est toujours fatigué par cet événement et je pense qu'il a juste besoin de temps pour récupérer, qu'il communiquera au moment venu avec les communautés. Mais oui, il a besoin de se reposer. N'hésitez pas, comme je l'avais déjà dit, à lui envoyer toujours des messages parce que pour en avoir parlé avec lui, je sais que votre soutien l'a énormément touché. Donc voilà, courage à lui. Je sais qu'il reviendra et je n'ai aucun doute qu'il continuera de nous créer de nouvelles et sublimes musiques. Un message de Fulguro Point qui dit « Avant toute chose et au risque de me répéter, encore bravo pour la qualité exceptionnelle de tes vidéos que je dévore à chaque sortie. Concernant les questions, quels sont selon toi les meilleurs livres à lire absolument pour un fan de l'univers de 40K ?» Alors, choix très difficile, mais je vais parler en tout cas de mes goûts, des livres que j'ai le plus appréciés. Au final, c'est assez simple, je suis un grand fan de Aaron Dembski-Bowden. C'est pour moi, à mon avis, le meilleur auteur de la Black Library. En tout cas, c'est celui qui me touche le plus personnellement. Je pense que c'est celui qui pour moi est encore le plus proche du style original de Warhammer, avec quelque chose de très grim, très désespéré, sombre. Mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs que j'aime beaucoup, notamment Graham McNeill et Chris White. Mais oui, alors si je devais choisir quelques livres, je vais commencer plutôt par l'Hérésie d'Horus et ce qui se passe en 30K. Dans l'Hérésie d'Horus, moi, les livres qui m'ont le plus marqué et que je conseillerais, sans parler de suite logique, sans parler d'ordre de lecture, pour avoir une lecture logique et chronologique des événements, là je parle vraiment des bouquins qui m'ont le plus touché. Le premier qui m'a vraiment touché, ça a été Fulgrim de McNeill. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup aimé la première trilogie de l'Horus Hérésie, celle où on suit l'histoire de Garviel Loken. C'est par là où je suis entré dans l'univers de Warhammer, j'ai commencé par là et c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, je trouve. Mais même si j'avais beaucoup aimé à l'époque, rétrospectivement, je continue de toujours apprécier ces livres, mais peut-être il y a un côté un peu trop parfait du personnage qui, moi, me plaît un peu moins. Donc même si j'aime beaucoup, vraiment le premier gros choc, ça a été avec Fulgrim. J'ai bien aimé aussi La Fuite de l'Eisenstein. Est-ce que c'est de McNeill ? Non, c'est de Swallow, James Swallow, je crois. Et La Fuite de l'Eisenstein, où il y a l'histoire d'un de mes personnages loyalistes favoris, un de mes guerriers de l'Astartes favoris avec Nathaniel Garro. J'ai beaucoup aimé cette ambiance plus intimiste qu'on n'avait pas jusque-là, avec un personnage et son escouade qui se retrouvent bloqués dans un vaisseau en fuite pour rejoindre Terra. Il y a tout un questionnement du personnage envers l'Empereur Dieu, la naissance de sa foi, c'était très intéressant. Alors peut-être pas un de mes meilleurs, mais quand même un livre qui m'a touché. Donc ouais, je citerai Fulgrim, La Fuite de l'Eisenstein, après qu'est-ce qui m'a vraiment marqué ? Un millier de fils, qui était vraiment exceptionnel, sur l'histoire de Magnus, toujours de Graham McNeill. Et après, c'est marrant parce que quand j'ai commencé Warhammer, j'avais une toute petite connaissance du lore, et il y avait vraiment certaines légions qui ne m'intéressaient pas du tout, et notamment les Wordbearers et les World-Eaters. Et ces légions ont justement été confiées à Aaron Dembski-Bowden, qui a fait un travail exceptionnel, avec notamment le premier hérétique, qui est axé sur l'histoire de Lorgar et l'histoire de sa corruption. C'est vraiment très touchant. Il a introduit beaucoup de personnages très intéressants, comme Argeltal, et il introduit sans doute le méchant le plus important de toutes les hérésies d'Horus, Erebus. Et Dieu sait que c'est important d'avoir un bon antagoniste, et là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'Erebus, il est bien placé dans sa catégorie. Puis après, il a fait la suite, avec Félon, et Félon, peut-être pour moi,
c'est le meilleur livre, c'est mon livre préféré de toute l'Horus Hérésie, où c'est justement la suite du premier hérétique, et c'est un livre qui est à la fois donc, sur la suite de l'histoire des Wordbearers, mais aussi sur l'histoire des World-Eaters, et avec une superbe relation entre Argeltal, un des bras droits de Lorgar, et Karn le Félon. Donc ça, ouais, c'était exceptionnel comme livre. Quoi d'autre Alors il y en a eu plein de biens, mais vraiment de ceux qui m'ont le plus marqué, il y a eu l'Ange Exterminatus qui était cool aussi. Peut-être pas, je le mettrais peut-être pas au niveau de ceux que j'ai cités avant, mais c'était vraiment cool. White Scars qui était vraiment très bien. Cygnus Demonicus que j'allais oublier. Cygnus Demonicus, vraiment, j'ai adoré aussi sur les Blood Angels et Sanguinius qui se retrouvent bloqués dans le système de Cygnus, et c'est pour la première fois, je crois, qu'on voit vraiment un combat entre Astartes et des légions de démons. Donc voilà, c'est du épique pur jus, mais ça marche trop bien. Le maître de l'humanité de Aram Dembski-Bowden, où là, c'est presque, oui, je crois que c'est vraiment la première fois où on a un récit qui est centré principalement sur l'empereur. C'est d'ailleurs de ce livre dont je me suis servi principalement pour la partie 2 du Royaume des Dieux. Et d'ailleurs, je profite de ce passage pour faire une petite parenthèse, parce que en parlant de ce livre et en parlant de la partie 2 du Royaume des Dieux, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient si la fin que j'avais fait dans la vidéo, donc l'empereur qui, suite à son combat contre Draknane, est enfermé, s'enferme sur le trône d'or, si c'était ça le lore officiel, parce que beaucoup étaient très étonnés et disaient mais non, mais c'est Horus qui l'a envoyé sur le trône d'or, c'est comme ça que c'est passé. J'ai eu même beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'avais inventé, si c'était lore accurate. Donc non, je n'ai pas inventé ça, c'est bien lore accurate. Et spoiler alert pour ceux qui voudraient découvrir ça plus tard, non, c'est bien comme ça que ça se passe, mais l'empereur sortira une dernière fois du trône d'or pour aller confronter son fils. Je ne dis pas comment ni quand, mais non, je n'ai rien inventé, c'est bien suite au combat contre Draknane et aux événements avec Magnus que l'empereur est enfermé sur le trône d'or. C'était une parenthèse, mais sinon, ouais, je crois que j'ai cité les livres principaux qui m'ont le plus marqué dans l'Horus Hérésie. Je vais pas parler du siège de Terra parce que j'ai à peine commencé. En 40K, bon bah là je vais pas être original, je vais citer Ellsrich qui pour moi c'est du Warhammer pur jus, quoi. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Le récit de bataille désespéré, des personnages charismatiques, c'est épique, c'est tragique. Ellsrich, toujours Aram Dembski-Bowden, exceptionnel. J'en ai déjà parlé aussi à maintes reprises, mais pour moi, mon livre favori, enfin la saga de livres favoris, donc toute période confondue, 30K, 40K, la trilogie Night Lords, toujours de Aram Dembski-Bowden, où pareil, là on est justement dans une ambiance où il n'y a rien de grandiose, pas de grand récit, pas de primarque, pas de bataille importante, vraiment un récit tourné autour d'une bande de guerre des Night Lords, une histoire qui est insignifiante dans un sens, avec une bande de guerre qui ne fait que fuir, qui est au bord de la rupture, qui est au bord de la destruction. Donc un récit tellement fort parce que Dembski-Bowden arrive à te faire apprécier des personnages qui sont pourtant horribles, et il y a des moments du récit où justement il va jouer avec ça, il va te rappeler à quel point tu es en train de t'attacher à des personnages horribles à travers quelques scènes, et ouais, c'est très fort, très dérangeant, la fin m'a laissé pantois. C'était très fort. Donc Ellsrich, Night Lords, j'ai lu il y a pas longtemps L'Infini et le Divin sur Trazyn qui était aussi génial. Et voilà, je vais pas parler des 2 derniers livres que j'ai beaucoup aimés, sinon ça serait un gros indice sur l'archive impériale. Mais voilà, ça fait une sorte de top 10 de mes livres que j'ai préférés et que je conseillerais à tous ceux qui veulent passer un bon moment. Alors, message de Cog qui dit salut Indo, évidemment merci pour toutes ces heures de narration magistrale et merci également de garder le format sans pub, c'est vraiment immersif. Question, depuis que tu es passé à plein temps sur cette activité, est-ce que l'entreprise se porte bien? Est-ce que c'est viable et que tu ne manges pas que des pâtes? Alors je vais répondre à cette première question d'abord, même si j'y ai déjà répondu dans cette première partie de vidéo, mais je peux peut-être un peu plus détaillé. L'entreprise se porte bien dans le sens où voilà, je peux, comme je disais, toujours vivre de ce que je fais. J'ai pu me développer au cours de cette année en travaillant avec de nombreux artistes et je l'espère, j'ai pu peaufiner ma façon de travailler en incluant de nouvelles idées, des choses qui n'avaient jamais été faites, comme je le disais, même sur le YouTube anglais, je pense. Évidemment, le point négatif pour moi, c'est d'avoir du mal à prévoir l'avenir, car je n'arrive pas encore à dégager d'argent. Je ne perds pas d'argent, mais je n'en gagne pas non plus. Mais ça, j'en ai déjà parlé, c'est lié au coût des vidéos.
Puis, pour être honnête, ce qui m'inquiète aussi un peu, c'est les changements dans l'algorithme, les changements qu'ont opéré YouTube au cours de cette année. Il y a déjà eu beaucoup de vidéos d'autres créateurs, de gros créateurs de contenu, qui ont parlé de ce problème, mais on a l'impression que les vidéos longues, alors déjà n'étaient pas forcément très bien poussées avant, maintenant cela d'être de plus en plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une certaine logique pour YouTube. YouTube préfère les contenus très fréquents, très réguliers, qui provoquent de la réaction, donc généralement via les miniatures, via les titres, etc. C'est un type de contenu qui fait réagir et qui crée justement de l'engouement. Mais c'est vrai que oui, beaucoup de créateurs se sont plaints de ces changements. Moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai une durée de vue moyenne qui est vraiment énorme. Donc YouTube continue de pousser mon contenu parce qu'il sait que des gens vont rester longtemps dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant sur le fait de ne pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Et d'un peu frustrant, je vais pas le cacher, parce que moi ce que j'aime c'est créer, c'est faire des belles histoires, en tout cas j'essaye. C'est ce qui me passionne, c'est pas le fait d'être un créateur de contenu et d'essayer à tout prix d'en vivre, quitte à m'adapter à ce que YouTube aimerait. Donc non, c'est ma plus grande fierté. Je continuerai de faire les choses de façon authentique, en essayant de proposer quelque chose d'original. J'ai ma vision, qui est peut-être un peu trop extrême pour certains, avec cette volonté de faire quelque chose de très immersif, de tenter de faire ressentir certaines émotions. C'est pour moi plus que des vidéos de lore. C'est ce que j'essaye de faire sans aucune prétention. C'est comme je le disais, des sortes d'adaptations d'histoires que j'ai aimées, de partager des histoires que j'ai aimées, d'apporter du plaisir aux gens. Voilà, je le pense sincèrement. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que je continuerai de faire. Et puis voilà, même si il y a forcément un peu d'inquiétude, il y a aussi de l'excitation, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de projets qui m'intéressent, et j'essaye de voir tout ça comme une sorte d'aventure. On verra de quoi 2026 sera fait, et puis en étant plus terre à terre, de toute façon, ça sert pas à grand chose, comme je disais, de penser à tout ça. Il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on peut faire, et moi je continuerai de faire ce que j'aime, de prendre du plaisir dans ce que je fais, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on en fait ressentir aux autres. Donc je continuerai de travailler dur pour produire de la qualité, des choses dont je sois fier, des choses qui n'ont pas été faites, et on verra. Voilà, j'ai peut-être un peu trop détaillé ma pensée sur le sujet. Je vais répondre à ton autre question qui était: est-ce que les problèmes de droit sur tes vidéos et format audio ne te mettent pas trop de bâtons dans les roues? Alors là-dessus, non, pas vraiment, parce que moi j'ai gagné assez... j'ai un peu d'expérience maintenant sur le sujet, je sais comment ça fonctionne. Le problème principal, c'est en fait quand tu achètes le droit d'utilisation d'une musique, tu dois mettre ta vidéo en ligne, en mode caché, pour que YouTube mette le claim, revendique que tu n'as pas le droit d'utiliser cette musique, pour pouvoir après envoyer un mail aux ayants droit et leur dire de retirer le claim. C'est un peu la seule chose stressante, c'est que des fois ils vont retirer le claim en une semaine, des fois ils vont le retirer en un peu plus, donc tu ne sais jamais vraiment, et je refuse de sortir la vidéo tant qu'il y a des claims, parce que comment ça fonctionne là aussi, à partir du moment où tu as ne serait-ce qu'un seul claim, même sur une vidéo de 3 heures, de 4 heures, ta vidéo va être monétisée, tu ne vas rien gagner dessus, YouTube va mettre le plus de pubs possible, donc toutes les 5 minutes. Et donc oui, je refuse d'avoir travaillé 3 ou 4 mois dessus pour que il y ait des pubs toutes les 5 minutes qui apparaissent sur cet épisode. Donc tu es obligé d'attendre, et c'est peut-être le seul truc stressant, mais sinon non, j'ai plus de problème. Depuis près de 2 ans, j'ai plus de problème. Toutes mes vidéos n'ont reçu aucun claim. Normalement, il n'y a aucune publicité dessus. Donc non, maintenant là-dessus je suis à l'aise. Et enfin, tu demandais à quand la vidéo sur Dark Souls. Je ne connais rien à cet univers et ce serait un plaisir de le découvrir par toi, et ça m'éviterait d'avoir à me frotter à ces jeux. Eh bien ça aussi j'y ai répondu en début d'épisode. Je vais pas commencer par les Dark Souls parce que c'est une trilogie, c'est beaucoup plus conséquent à traiter, et je préfère commencer par un jeu un peu plus facile, entre grosses guillemets, à traiter, avec mon jeu favori du studio qui sera Bloodborne, et qui devrait arriver d'ici quelques mois. Une petite question aussi de Léo SCHZ. Franchement bravo pour tout le boulot que tu fournis. Quel personnage secondaire ou peu connu mériterait d'avoir son propre roman ou une nouvelle figurine selon toi? Alors pour les figurines, ça je ne peux pas répondre parce que je n'y connais absolument rien, mais pour moi, le personnage qui mériterait d'être plus mis en avant, c'est Sévatar des Night Lords, et globalement les Night Lords dans l'Horus Heresy, parce que c'est une des rares légions qui n'a aucun livre, aucun roman attitré dans cette période. Elle a quelques nouvelles, mais elle n'a aucun roman attitré.
Et ça, c'est vraiment dommage parce que je crois que beaucoup de gens sont passionnés par cette légion. Elle a vraiment quelque chose d'unique, de passionnante. Et Sévatar, qui plus est un personnage, en tout cas, que moi j'ai adoré découvrir à travers les 2 dernières vidéos que j'ai faites. Même les 3 avec celle sur les Night Lords, j'allais oublier. C'est pour moi le type de personnage le plus dur à faire, à mon avis, pour un auteur. Parce que faire un personnage héroïque, brave, courageux face à la mort, etc., bon, ça marche toujours sur moi, mais faire un personnage qui est à bien des égards méprisable, qui est arrogant, qui est vicieux, qui manque d'empathie, qui commet des actes vraiment atroces, et pourtant il y a quelques petites étincelles de bravoure, d'honneur, ou plutôt d'attachement vis-à-vis de sa légion et de son primarque, j'ai trouvé que c'est un des personnages les mieux écrits, si on peut dire ça, vu qu'il y a quand même pas beaucoup de choses sur lui. Mais ouais, c'est un personnage atypique que j'ai adoré découvrir et que j'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur lui. J'ai pas pu traiter de cette partie de son histoire dans la croisade de Tramas, mais il y a une nouvelle sur sa fin, plutôt les derniers événements connus de lui, qui est vraiment très touchante. J'ai même réfléchi à l'idée de faire une toute petite vidéo sur ce récit. Bon, et là, ça c'est mon problème, il y a beaucoup de choses que je veux faire, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Mais peut-être, qui sait un jour. En tout cas, voilà pour ma réponse, c'est un personnage que j'aurais aimé voir être plus développé, mieux traité, tout comme sa légion. Un message de Morik qui dit « Salut Indo, je ne vais pas être original et comme tout le monde, je vais dire que tu es le GOAT. Je voulais poser une question technique concernant les maps que tu as faites lors des guerres d'unification et de la campagne de Tramas. À quel point c'est difficile à réaliser? Et dernière question, est-ce que tu pratiques d'autres parties du hobby? Alors pour répondre simplement, oui, c'est quand même assez difficile à réaliser et surtout très long. Et sans les artistes qui sont venus m'aider sur le sujet, jamais je n'aurais pu les faire. Alors pourquoi? Eh bien je vais rentrer un petit peu dans le détail pour ceux que ça intéresserait. Moi en tout cas c'est quelque chose que je le répète, que j'ai adoré faire parce que j'aime beaucoup l'utilisation des cartes, je regarde beaucoup de chaînes d'histoire, notamment Epic History TV et Kings in General, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré. Les Géo et moi, on est des grands consommateurs de ce type de contenu. Et donc ouais, faire une carte, on se rendait pas compte, mais c'est quelque chose de très dur. Pour Hellsreach, ça a été un peu plus simple parce qu'il y avait déjà un plan de la ville qui existait dans le livre. Donc on a eu, entre guillemets, juste à refaire la carte grâce à l'aide de Joe. Pour Tramas, par contre, ça a été une toute autre histoire parce que même si on a certains éléments du lore dont on peut déduire les emplacements de certaines planètes, de certains systèmes, on a même quelques plans parfois. On n'a aucune carte du secteur entier qui existe, donc on a dû le créer de A à Z. Et là, ça fait poser des questions en termes de cohérence. Par exemple, tu es obligé de placer tes planètes de façon à ce que, le déplacement des légions, des flottes soit logique, semble plausible. Donc il y a vraiment toute une cohérence où placer les sous-secteurs, même si certains éléments étaient fixes, on savait où ils étaient, il y a beaucoup d'éléments qu'on a dû placer pour rendre la chose, comme je disais, cohérente, donc ça c'était pas facile. Une fois que j'ai fait ce brouillon des emplacements des différents systèmes, des différentes planètes, je l'ai transmis à Joe, qui nous a aidé encore une fois et qui a transformé ça, qui a redessiné ça et qui a fait un travail magnifique. Donc là on a eu une carte dessinée, mais on n'était pas satisfait parce que notre idée de base c'était de faire une carte du secteur et de placer dessus les planètes qui seraient les plus importantes, qui seraient mentionnées au cours de l'histoire. Mais on n'était pas satisfait avec les JO parce qu'on se disait, si on met juste des planètes, eh bien on s'en rendrait pas forcément compte, même avec 15-20 planètes, de l'immensité du théâtre d'opération. On est sur un secteur, il y a plusieurs sous-secteurs, il y a des dizaines de systèmes planétaires, et on voulait vraiment faire réaliser aux spectateurs l'immensité de cette zone de guerre, quoi. Donc on est revenu en arrière, on a enlevé les planètes et on les a transformées par des vues de système avec des étoiles pour faire comprendre que c'était des systèmes planétaires. Et on a décidé d'afficher les planètes en zoom que quand elles seraient mentionnées, notamment des planètes comme Crucible, Sagualsa. Et là c'est Fako, Legio Symphonica, qui en a rajouté, qui a voulu faire des fois des versions 3D de ces mondes. Donc là aussi ça a été un travail de fou. Il a fait un truc de dingue. Donc vraiment il y a un gros travail pour la cohérence, et ça c'est qu'une partie du boulot, parce qu'une fois qu'on a la carte, il faut faire la même chose avec la cohérence vis-à-vis des déplacements d'armées, dire que par exemple pendant que un personnage principal comme le lion se déplace là, eh bien on voit une de ses sous-flottes qui se déplace ailleurs, qui conquiert un autre système, c'est vraiment toute une trame à mettre en place pour que le tout soit logique. Par-dessus, il faut faire aussi
les déplacements, les animations de chaque bannière, c'est des choses vraiment très très chronophages, on s'en rend pas forcément compte. Donc de chaque bannière de personnage, de chaque bannière de flotte, il y a des animations en plus qu'on a rajoutées, comme le comptage des effectifs, l'affichage des lignes de commerce, l'affichage des points clés à défendre, c'est plein de petites choses. Et donc voilà, il y a aussi évidemment dessiner ces bannières, dessiner ces planètes. C'est un travail qui a vraiment été monstrueux et sur lequel j'ai été grandement aidé. Comme je le dis, sinon j'aurais jamais été en mesure de faire ça. Mais ouais, on a adoré le résultat. Franchement, moi j'en suis très très content. Et pour ce qui est de ta deuxième question, non, je ne pratique aucune autre partie du hobby. Je ne fais que lire. J'aimerais toujours me lancer dans la peinture. Je regarde beaucoup d'amis streamers peindre et je regarde aussi ma copine qui s'y est mise. Ça me donne envie, j'ai envie de tester. Mais voilà, il va falloir que je trouve le temps pour ça. Et sinon, non, je ne pratique pas d'autres parties du hobby si ce n'est que je joue à des jeux Warhammer. J'ai beaucoup joué à Darktide et comme beaucoup, j'attends énormément Dawn of War 4 et Total War Warhammer 40 000. Question de Chaps que j'ai sélectionnée car elle m'a aussi été beaucoup posée. Donc il dit « Bonjour, j'aimerais savoir ce qu'il en est des dernières vidéos vis-à-vis de Spotify ou autres plateformes, car je sais que la dernière vidéo sur les Dark Angels avait été supprimée suite à un problème sur les musiques. Donc oui, tout à fait, je rencontre des problèmes avec Spotify et certaines autres plateformes, pas toutes. Il y a des musiques sur lesquelles je reçois des copyright claims, donc je n'ai pas le droit d'utiliser, et donc ils m'ont poussé à retirer certains épisodes, enfin l'épisode sur les Dark Angels et Tramas. La chose étrange, c'est que ces musiques, je les ai utilisées sur d'autres épisodes auparavant et que j'ai jamais eu de soucis. Je les ai utilisées sur YouTube et je continue de les utiliser sur YouTube sans souci. Parce que souvent c'est des musiques dont j'ai les droits. D'autres c'est des musiques de jeux vidéo qui passaient avant et qui ne passent plus sur Spotify. Donc est-ce qu'il y a eu des changements dans leurs règles, dans les conditions d'utilisation peut-être ? Le fait est que j'ai été obligé de les retirer, que j'ai contacté le support mais qu'ils ne peuvent rien faire. Et il faut que je trouve le moment pour revenir dessus, pour changer ces musiques, et c'est pas une ou deux musiques, c'est presque 7-8 je crois, donc c'est long parce qu'en plus chaque musique généralement il faut l'extend, enfin la rallonger pour que ça corresponde à la durée du chapitre, c'est aussi du travail. Ou alors il faudrait que je teste de laisser ces musiques et de mettre le volume moins fort pour que peut-être elles ne soient pas détectées par les bots. Donc c'est chronophage, j'ai pas trop de temps pour m'occuper de ça pour le moment. J'essaierai d'en dégager. Si jamais des gens sont intéressés pour m'aider sur le sujet, avec plaisir, j'accepte toute aide. C'est vrai que pour le moment je suis pas mal chargé. Donc ouais, je suis désolé pour ce souci et j'essaierai de le régler le plus vite possible. Mais ouais, ça demande. C'est pas un truc que je peux régler sur le champ, ça demandera pas mal de temps. Et enfin, il avait une deuxième question, il demandait si les écoutes en podcast de manière générale marchaient bien sur ces plateformes. Et oui, à mon plus grand étonnement, ça fonctionne même très bien. On a été plusieurs fois dans le top 50, même top 20 podcast France sur certains épisodes. Donc ouais, ça marche vraiment bien. J'aimerais vraiment continuer, donc ouais, ces soucis de droit d'auteur m'agacent d'autant plus. Donc ouais, il va falloir que je trouve le temps de m'occuper de ça. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui les attendaient sur ces plateformes, je ferai au mieux. Une autre question que j'ai sélectionnée parce qu'elle est aussi très intéressante et qu'elle m'a été beaucoup posée, que ce soit pour la préparation des FAQ ou même dans les commentaires des dernières vidéos. Donc je vais lire le message de Flalalanx. Bonjour et félicitations pour tout le travail effectué. C'est juste fou, la qualité de tes productions est au-dessus du lot, il n'y a pas photo. Je suis assez nouveau dans l'univers Warhammer 40 000 et ton travail m'accompagne dans l'exploration de ce lore génial. Petite question dans l'air du temps, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton utilisation de l'IA dans ton travail s'il te plaît ? Est-ce que tu l'utilises ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? Merci encore pour ton travail et bon courage pour la suite. Donc oui, comme je disais, un commentaire, une question très intéressante, parce que comme il le dit, c'est une question d'actualité. Alors, l'IA, j'en avais déjà parlé aussi dans ma dernière FAQ, mais je vais y revenir. L'IA, je l'utilise pour certaines illustrations quand je n'ai vraiment pas le choix. Je suis bien conscient de toutes les problématiques que crée l'IA, et j'essaye d'en utiliser le moins possible, mais il y a certains cas où, par exemple, je n'ai aucune illustration pour imager des situations vraiment très spécifiques. J'avais donné cet exemple et je vais le redonner parce que c'est peut-être le plus parlant. Dans l'épisode sur les Night Lords, il y a tout un chapitre sur la torture que fait subir Kurtz à Vulcan. C'est une scène qui n'a jamais été illustrée, c'est une scène qui dure presque 10 minutes dans mon script en tout cas, et que je suis obligé d'illustrer. Et généralement, même quand je n'ai pas d'illustration officielle de Warhammer,
j'essaye de trouver des illustrations qui peuvent faire illusion venant d'autres univers de science-fiction. Mais là, on est sur quelque chose de très spécifique. Vraiment, on parle d'un personnage comme Kurtz et comme Vulcan. Donc là, pour faire illusion, c'est très très compliqué. Et là, oui, j'ai utilisé l'IA parce que je n'avais pas d'autre choix pour illustrer cette scène. Parce que même on pourrait dire, prendre des illustrations de Vulcan, quitte à ce qu'elles soient pas dans le contexte. Mais ça me fait pas sens. Vulcan est en torture, en souffrance, etc. Je peux pas le mettre dans des positions guerrières, en armure, etc. Pour moi, c'est pas logique. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Donc je l'ai utilisé sur des cas vraiment ultra spécifiques comme ça, où je l'ai utilisé dans un deuxième cas. Je vais prendre l'exemple du Royaume des Dieux, et c'était une vidéo qui est quand même consacrée en grande partie à l'Empereur. Et l'Empereur, même si c'était un personnage important du lore, il n'a pas une infinité d'illustrations disponibles. Et même si parfois j'essaye d'en utiliser certaines 2-3 fois en essayant de les modifier un peu pour faire genre, ben oui, j'ai un certain nombre d'images limitées. Il faut aussi que les images me plaisent et qu'elles collent avec l'ambiance générale visuelle que je veux essayer de faire. Donc là, c'est vraiment les deux cas spécifiques où j'utilise de l'IA. Et comme le disais, j'en utilise le moins possible. Par exemple, pour la croisade de Tramas, on est à plus de 600 illustrations. Et je crois qu'il y en a moins de 20, si je dis pas de bêtises, 15 ou 17 qui ont été générées par IA. Donc c'est vraiment très très peu. Et je veux toujours continuer, je préférerais toujours travailler avec des vraies illustrations d'artistes. Souvent j'essaye de les contacter, de leur demander. Il y en a avec qui j'ai déjà eu des retours, d'autres que je n'ai pas réussi à contacter ou dont je ne sais pas qui est l'artiste derrière, mais j'essaye toujours de les contacter. Et voilà, je préférais toujours travailler avec eux. J'essaye aussi de faire vivre à mon niveau les artistes de la communauté en leur passant justement commande pour des œuvres. Voilà, par exemple, je parlais d'Exanity, Joe et même d'autres. J'essaye de les payer du mieux possible pour m'aider, mais je fais ça avec des fonds limités, je ne peux hélas pas créer une infinité d'illustrations par vidéo. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour aider ces artistes à vivre de leur art. Voilà, j'espère avoir apporté une réponse complète sur le sujet de l'IA. Alors une question qui a été posée par Ghosty Boosty, mais aussi par ma petite cousine, donc vu que c'était adorable, j'étais obligé d'y répondre. Quelle est la raison qui t'a poussé à faire des vidéos lore Warhammer ? C'est quelque chose d'assez étrange parce que quand j'en parle à d'autres créateurs, c'était vraiment souvent pour eux une volonté depuis longtemps. Moi, c'était pas le cas. J'ai toujours aimé créer des petites choses de mon côté, genre écrire, souvent écrire, oui. Mais j'avais jamais pensé à faire des vidéos et je crois que ce qui m'a inspiré, ça a été de tomber sur la chaîne, donc c'est une chaîne anglaise qui s'appelle Luetin, donc qui lui aussi parle de Warhammer 40 000. Et c'est spécifiquement trois vidéos qu'il avait faites sur l'Empereur. Et bien qu'on ait un style totalement différent, lui et moi, lui il est plus dans l'analyse, moi je suis plus dans le narratif. J'avais été bluffé par ce qu'il avait fait. C'était une des premières fois, j'avais l'impression d'être dans plus qu'une vidéo YouTube. Ceux qui ont grandi comme moi avec YouTube ont été habitués à des formats quand même très calibrés, surtout à ses débuts. Et alors bien qu'il y en ait d'autres que Luetin, et sans doute j'étais pas au courant de bon nombre de créateurs qui faisaient des choses similaires, mais pour moi en tout cas ça a été en voyant ces trois vidéos que je me suis dit que YouTube pouvait être plus que ces vidéos un peu fun, un peu informatives. J'ai eu vraiment l'impression qu'il me faisait vivre quelque chose, comme un film, ou peut-être plutôt un documentaire dans son cas. Le mélange entre sa voix, son analyse, la musique, utiliser des illustrations, pas forcément issues de Warhammer, pour créer voilà, un support visuel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai retrouvé par ailleurs après chez d'autres vidéastes, notamment Al236, qui m'a fait un peu ce même effet en France. Donc ça a été, même si on fait des choses différentes, ça a été un moment révélateur de ce qu'on pouvait faire avec YouTube. Et là, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose. Vraiment, ça m'a pris d'un coup. Je me suis formé dans mon coin, en parallèle de mon ancien travail, donc au montage, à l'enregistrement, à comment retoucher des images sur Photoshop, à comment faire le mixage audio, à comment faire un script pour une vidéo, etc. Puis je me suis lancé sans absolument rien attendre, juste en partageant quelque chose que j'avais aimé faire. Et comme je l'avais déjà dit, et c'est un conseil que j'aime répéter, si on aime ce qu'on crée, si on en est fier, il y a de grandes chances que d'autres personnes apprécient. Donc ça a marché. Et après, tout s'est accéléré très vite. Mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question, voilà, ça a été une série d'événements, d'influences
Et maintenant, je suis très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de créateurs qui utilisent YouTube pour proposer des choses vraiment originales. Je pense qu'on est beaucoup à s'être rendu compte du potentiel de la chose, et maintenant on voit fleurir beaucoup de très belles chaînes qui ont vraiment une identité propre, qui sont pour moi des artistes et des inspirations. Je peux parler en anglais de Let Me Know, qui est une chaîne qui m'inspire aussi énormément, de Epic History TV, qui fait de l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment des chaînes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais, mais qui m'inspirent. En France, il y en a aussi beaucoup. Des Al236, comme je disais, des Great Review. Il y en a même avec qui j'ai eu la chance de pouvoir un peu parler, comme des Go ou des Combos. C'est vraiment des inspirations aussi, alors qu'on est dans des domaines très différents. Mais voilà, quand on met autant de soi dans une création, je pense qu'on ressent vraiment la passion du créateur, et c'est fabuleux de découvrir ça. On est à une époque où YouTube permet à des gens de proposer quelque chose de nouveau, plus audacieux, et moi en tout cas c'est ce qui m'a poussé à me lancer. J'ai pas réfléchi à ce qui marchait sur YouTube, à quel code il fallait respecter. J'ai partagé seulement une de mes passions, et voilà, ça a marché, j'en suis très heureux. Aussi, je l'avais dit en préambule, j'espère que de plus en plus de personnes oseront créer des choses nouvelles et proposer leurs idées. Voilà, mon explication était peut-être un peu brouillonne, mais j'ai essayé de résumer ça du mieux que j'ai pu. Question de One Kill, qui dit « Bonjour, veux-tu m'épouser ? Je rêve d'entendre ta voix suave me chuchoter des mots doux à l'oreille de bon matin l'hiver. » Pour répondre à ta question, je suis vieux jeu, One Kill. Tu m'as même pas invité dîner, tu m'as même pas fait la cour, et je dois t'épouser directement. Non, ça se fait pas, ça. Apprenons à nous connaître un minimum d'abord, voyons. Mais sinon, deuxième question. Qu'attends-tu de la série Warhammer de Amazon Prime? Des doutes, des peurs, des Amazon va tout détruire comme pour le Seigneur des Anneaux, futur GOAT ou futur échec, annulation, pas annulation, salade tomate oignon. Alors je suis désolé, je fais partie du camp des rabat-joie, des pessimistes. Mais comme ça m'évite d'être déçu. Comme ça, en espérant peu, je risque pas d'être déçu. Mais en fait, Warhammer, voilà, est quand même quelque chose de très important pour moi. J'ai très peur de comment ça va être adapté, de par les ressources financières qui seraient nécessaires à faire une belle adaptation d'un tel univers de sci-fi, et aussi de par le fait qu'il y a quand même assez peu d'adaptations d'univers que j'ai aimé qui m'ont plu. J'ai quand même quelques doutes. Je ne doute pas que Henry Cavill soit une bonne personne pour prendre en charge ce sujet. Il a l'air d'être vraiment passionné par Warhammer. Après, est-ce qu'il pourra faire tout ce qu'il veut ? Je ne pense pas, enfin, surtout pour du Amazon. Je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup de concessions qui vont devoir être faites, mais tout ça n'est que spéculation, donc comme je le disais, je n'espère pas grand-chose. Si c'est bien, tant mieux, et je serai agréablement surpris. En tout cas, j'espère que ça marchera. J'ai ouï dire qu'il y a des bonnes personnes dans l'équipe, des mecs talentueux, donc ça c'est rassurant. Mais à voir à quel point ils vont devoir faire des compromis, à quel point ils vont mettre des moyens dans la série, et à quel point les gens qui connaissent vraiment Warhammer comme Henry Cavill et les gens qu'il a réunis à ses côtés auront les mains libres. Un message de Ethan Titou qui dit « Bonjour Indo, tout d'abord merci beaucoup pour tes vidéos, je sais que je ne suis pas le seul à revoir de nombreuses fois tes vidéos incroyables, à chaque fois je me régale. Petite question pour la FAQ, est-ce que tu comptes publier, faire des collabs avec d'autres youtubeurs de lore sur ta chaîne? Si oui, avec qui tu adorerais travailler? Déjà, merci beaucoup pour ton message, et là aussi une très bonne question. Alors mon contenu étant tout de même assez spécifique, il y a quand même pas mal de youtubeurs lore dans la sphère francophone, mais des youtubeurs qui font du lore narratif comme je fais, c'est plus rare. Mais les gens avec qui j'aimerais travailler, avec qui je pense que ça pourrait matcher, évidemment il y a Kara de la chaîne de Librarium, mais lui j'ai déjà bossé avec lui sur une de ses vidéos où je lui ai prêté ma voix, mais ça serait avec plaisir que je travaillerai sur davantage de projets avec lui. Sinon, une personne avec qui je n'ai jamais travaillé, avec qui j'aurais aimé travailler, c'est Vincent de la chaîne Planet Wargame. Je trouve qu'il a une très belle écriture et aussi une très belle voix. Alors maintenant, il ne fait hélas plus de lore, mais c'est une chaîne, c'est des vidéos qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Avant que je commence, je regardais beaucoup son contenu et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc ouais, j'aurais aimé travailler avec lui. J'aimerais toujours d'ailleurs, si jamais il entend ce message. Et sinon,
Il y a pas mal d'autres youtubeurs qui font du lore dans un style un peu différent avec qui je serais prêt à travailler. De toute façon, la plupart d'entre eux, on parle de temps en temps, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Et que ce soit des Sten Kova, des Bone Singer et d'autres, je serais prêt à travailler avec eux si l'occasion se présentait. Mais même des gens qui ne font pas du lore, je sais qu'on pourrait trouver des projets en commun sur lesquels on pourrait allier dans un sens nos compétences. Je pense à Ivy de la chaîne French War Game Studio, qui est une personne avec qui je parle de temps en temps et que j'apprécie énormément, qui est vraiment une personne incroyable. J'aimerais beaucoup bosser avec lui sur différents sujets, peut-être que ça viendra avec le temps, mais il y en a évidemment d'autres. Et puis il y a aussi des petits créateurs qui font des choses intéressantes maintenant, je trouve. Alors hélas, j'ai pas beaucoup le temps de regarder parce que, je vais pas le cacher, ma vie tournant quand même beaucoup autour de Warhammer et depuis que je fais des vidéos, c'est vrai que quand en dehors de travailler dessus et déjà de lire du Warhammer, c'est vrai que quand je finis ma journée, je coupe un peu, donc je regarde forcément beaucoup moins de contenu qu'avant. Mais il y a des petits vidéastes qui m'ont déjà contacté et avec qui je parle aussi de temps en temps et qui font des choses intéressantes. Ça permettra d'en parler un tout petit peu et de faire un peu de pub pour eux. Mais ouais, j'aime bien ce que fait par exemple Bal & Lore, qui traite de l'or justement de 40K avec un ton très sombre, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce que fait le prix Marquerou aussi, c'est très sympa. Il y a le Barde du Vieux Monde qui lui fait du lore mais plus axé sur fantasy. Il y a Waramateur aussi qui fait du lore sur fantasy. Enfin, il y en a pas mal, il y a pas mal de gens qui essayent de créer quelque chose vraiment d'innovant, j'en oublie certainement beaucoup. Mais ouais, la quasi-intégralité des personnes avec qui j'ai pu discuter, ça s'est toujours très bien passé. J'ai trouvé que c'était des belles personnes, donc non, je ne ferme aucune porte et j'espère qu'on pourra travailler sur divers projets à l'avenir. Alors, on a Sodium qui nous dit « Salut Indo, parmi tous les sujets que tu as abordés sur ta chaîne, quel est celui que tu as préféré traiter ?» Pareil, question compliquée. Parce que vraiment, je crois que j'ai pris du plaisir sur tous. Je suis quelqu'un qui fonctionne, comme je le disais, au plaisir. Il faut que je sois intéressé pour me lancer justement dans la construction de telles vidéos. Mais si je devais en choisir une, ça serait la dernière, ça serait la croisade de Tramas. Donc déjà, il y a tout l'aspect technique que j'ai déjà abordé. Le fait d'avoir pu tester de nouvelles choses via les cartes, d'avoir eu des illustrations spécialement pour l'événement. Donc il y a tout d'abord l'aspect technique. Mais pourquoi j'ai préféré le traiter, c'est parce que, en fait, il faut savoir que la croisade de Tramas, c'est un événement du lore sur lequel il n'existe aucun roman. Aucun roman n'a été écrit dessus, mis à part 2 nouvelles, ou 3, je ne sais plus, 2 je crois. Et sinon, le reste des informations nous proviennent de codex, ou des black books, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour moi, ça a été le terreau idéal, on va dire, où j'ai pu mélanger ce côté, suivre des événements du lore. Je n'ai rien inventé sur, la trame principale, sur les grandes batailles et tout, elles ont vraiment eu lieu. Mais j'ai pu laisser parler mon côté créatif sur les ressentis des personnages, où justement, on savait, je prends l'exemple de la bataille de Crucible, on sait qu'il y a une bataille, on sait comment elle s'est terminée, qui a gagné, mais il n'y a pas de récit détaillé de la bataille. Et là, c'est là où j'aime me faire plaisir, quand je commence par exemple à imaginer la bataille, à raconter des scènes de la bataille, toujours dans le cadre qui m'est imposé, évidemment. Je ne vais pas faire mourir un personnage ou lui faire telle ou telle action qu'il n'a pas vécue. Mais c'est vrai qu'on peut ajouter des scènes, on peut imaginer des combats entre Astartes, les stratégies et tactiques employées au cours de ces combats, ce genre de choses. Donc oui, pour tout ça, en plus le fait que c'est un sujet qui n'a été que très très peu abordé, qui est assez peu connu, et imaginer cette campagne, lui donner vie dans un sens, ça a été le sujet que j'ai préféré traiter. Alors une question, ou plutôt plusieurs questions de Dragaces que j'ai trouvées intéressantes, même si j'ai déjà répondu à certaines d'entre elles. La première, envisages-tu de faire de l'animation vidéo? Donc ça, alors dans un sens, on en fait déjà un peu, que ce soit sur les intros des archives impériales, les animations sur les cartes de campagne avec les déplacements des factions, ou encore les reconstitutions, les vues 3D de certaines planètes. Mais c'est vrai que j'aimerais en utiliser encore plus, parce que ça permet de rendre le tout, je trouve, plus vivant, plus immersif. Après, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je veux aussi continuer d'utiliser beaucoup d'artwork. On a la chance d'avoir un univers comme Warhammer qui a été illustré par plein de grands artistes, et j'aime laisser aux spectateurs le temps de profiter de ces œuvres.
Donc oui, à terme, j'aimerais tout de même utiliser plus d'animation, mais là, ça ne dépend pas que de moi, parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise, comme je disais précédemment. Et là, il me faut forcément de l'aide, et c'est faire de l'animation, qu'elle soit 3D ou non, c'est quand même très très chronophage. Il faut payer les gens avec qui je pourrais travailler là-dessus, donc ça dépendra de comment évolue la chaîne. Et pour tes autres questions, le siège de Terra est-il un sujet que tu te vois débuter en 2026 ? Alors là aussi, j'ai voulu répondre à cette question parce qu'elle m'a été posée par ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour 2026, j'ai déjà ma liste de sujets que je veux traiter. Après, il est vrai que parfois j'y réfléchis en fond, parce que c'est quelque chose qui est forcément attendu, mais traiter du siège de Terra, si on veut faire quelque chose de complet, ça ne se fera pas en une vidéo. À mon avis, c'est une série de vidéos ou en plusieurs parties au moins. Donc pour le moment c'est pas prévu, mais c'est vrai qu'à par moment je réfléchis à comment aborder ça, sous quel angle, parce que ça va vraiment être une tâche complexe, vu à quel point il y a tant d'histoires de légions de personnages qui se connectent à ce moment crucial du lore. Troisième question, une série à succès comme Les Fantômes de Gaunt ou Eisenhorn a-t-elle sa place sur ta chaîne ? Celle-là aussi je l'ai sélectionnée parce qu'elle fait aussi écho à des demandes similaires, justement des demandes d'adapter tel ou tel livre. Et en fait, le problème que j'y ai déjà réfléchi, alors pas à ces livres-là spécifiquement, mais pendant un temps, j'ai vraiment réfléchi à adapter la trilogie Night Lords. Et le problème que j'ai, donc que ce soit pour Night Lords ou pour Les Fantômes de Gaunt ou Eisenhorn ou d'autres histoires comme ça qui sont axées sur des personnages précis, c'est que je pense pas qu'il y aurait suffisamment de ressources visuelles pour illustrer ces vidéos, parce qu'on est quand même sur des sujets très spécifiques, ça parle pas vraiment de factions ou de grandes campagnes, donc très dur à illustrer, il y a très peu d'artwork qui pourrait être utilisé. Donc pourquoi pas plus tard, si j'arrive à, à travailler avec des artistes qui pourraient illustrer ces vidéos. Mais sinon, hélas non, pour le moment ça me paraît compliqué, j'y ai déjà réfléchi, ça me paraît vraiment très très dur à faire. Et enfin, tu disais, à quoi ressemble une journée, voire une semaine de travail chez Indomitus, que je vais lier à ta dernière question. Considères-tu que tu es encore dans une réalisation artisanale ou bien que tu t'es sensiblement professionnalisé ? Alors je pense que je suis toujours dans une réalisation artisanale. Au final, je demande de l'aide que sur des sujets vraiment très spécifiques, c'est-à-dire sur de l'illustration ou sur de l'animation, donc des choses que je ne faisais déjà pas moi-même. Évidemment, les illustrations que j'utilise dans les vidéos, c'est déjà des illustrations d'autres artistes. Donc au final, travailler avec d'autres personnes m'a permis de rendre ça plus personnel, de créer des œuvres qui soient vraiment liées au sujet de la vidéo. Mais sinon, tout ce qui est autour reste très personnel. Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport aux premières vidéos, si ce n'est que j'apprends à m'organiser différemment. Et là, c'est un petit peu lié à ta première question sur comment s'organise une semaine. Après, ça dépend évidemment de là où j'en suis, évidemment. Mais comment s'organise une vidéo ? Déjà, il y a toute une partie recherche dans un premier temps, relecture de livres que j'ai pu aimer, lecture de wiki, que ce soit anglais ou français. Donc une fois qu'on récolte les informations, après il y a une planification, comment vont s'organiser les chapitres, la trame principale, les petits détails que je vais mettre, que j'ai aimé. Une fois que j'ai ma trame, je peux commencer vraiment l'écriture, et là c'est le plus gros du boulot pour moi, c'est souvent bien un mois d'écriture, parce que sur les dernières vidéos, on est quand même à 70 pages de script. Et une fois que tu as écrit, il y a l'enregistrement, le mixage audio, puis le montage et les différents tests. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer aussi, comme je disais tout à l'heure pour la croisade de Tramas avec la carte de campagne. Il faut réfléchir à comment les choses vont se mettre en place, comment créer quelque chose de cohérent, logique, qu'est-ce que tu vas faire apparaître sur ta carte, les déplacements, etc. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé. Et il y a pas mal d'autres petites choses à côté qu'il faut rajouter, donc tout ce qui est recherche d'images, les retravailler sur Photoshop bien souvent, recherche de musique, il y a aussi tout l'aspect communautaire, administratif, répondre aux mails, faire les posts, ce genre de choses. Donc c'est souvent très très chargé mes journées, mais maintenant je suis mieux organisé, je trouve, donc là ça fait un peu écho à ce que tu me demandais. Généralement je suis quelqu'un qui travaille assez tôt. Je me lève très tôt et j'aime bien travailler tôt parce que c'est là où je suis le plus concentré, le plus efficace. Donc je commence aux alentours de 7h, 7h30. Je commence par des tâches un peu tranquilles en buvant le café, c'est-à-dire rechercher des images généralement. Et après je passe vraiment aux activités les plus énergivores, on va dire, donc que ce soit l'écriture ou après
plus tard dans la vidéo le montage ou l'enregistrement. Donc là, ouais, je travaille de 8h à midi et demi sur, par exemple, l'écriture. Après, je fais une grosse pause où je fais mon sport, je vais manger, je reviens en début d'après-midi où je reviens sur ce que j'ai déjà fait. Si je suis justement sur l'écriture du script, j'essaie de me corriger, de me relire. Je refais une pause en milieu d'après-midi où je vais marcher pour me changer un peu les idées. Et quand je reviens, là où je suis vraiment pas efficace, vraiment les 17, 18, 19 heures, c'est là, mais c'est toujours très dur pour moi. Donc je me suis gardé maintenant les tâches, les tâches un peu administratives par exemple. Donc voilà comment on s'organise dans l'idéal une journée, une semaine type. Après, là, comme je dis, c'est sur le papier parce que c'est vrai que quand tu es au début du projet, ça va. Mais plus t'approches de la fin, il y a forcément des périodes de rush. Et là, c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, que je disais que je veux faire un peu plus court. Parce que, par exemple, la croisade de Tramas, c'était vraiment pas sain ce que j'ai fait. J'ai travaillé 10-12 heures par jour, tous les jours, sans week-end. Et à la fois, c'est un sentiment un peu paradoxal parce que t'es sur ta création. Voilà, c'est toujours une sensation merveilleuse. Voir naître un projet sur lequel tu as travaillé pendant des mois, prendre forme, prendre vie dans un sens, c'est très fort, très touchant et tu as envie de te donner à fond. Et donc il y a ce côté où tu es vraiment obnubilé, enfin en tout cas moi je suis obnubilé par la chose et c'est pas sain. Mais ouais, il y a un côté aussi forcément très très fatigant, très épuisant, donc quand tu fais des tels horaires pendant longtemps, c'est au détriment de pas mal de choses, de ta vie perso, et comme je le disais, c'est pas ça, donc ça, ces périodes de rush, il faut que je me calme un peu, donc faire des vidéos un peu plus courtes, c'est la raison principale pour laquelle je veux revenir à des épisodes de 2h30, c'est aussi pour avoir plus de temps pour peaufiner, et voilà, passer moins de périodes de rush. Donc en gros, voilà comment s'organise une semaine type de Indomitus. Une question de Vulcan qui dit « Salut Indo, déjà je trouve tes vidéos incroyables et magnifiques. Sinon, je me demandais quelle est ta vidéo préférée. » Alors, elle fait un peu écho à celle de Sodium qui avait demandé quelle avait été la vidéo que j'avais préféré le traiter. Là, je pense que c'est plus dans le sens quelle est la vidéo dont je suis plus fier, dont je suis plus content. J'en ai pas vraiment, hélas. Je suis quand même quelqu'un qui est très très dur avec soi-même, peut-être un peu trop, et je suis très critique envers ce que je fais. Donc même maintenant, quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai souvent du mal à ne pas voir autre chose que les défauts. Et du coup, j'aurais du mal à choisir une vidéo dont je suis vraiment le plus fier. C'est plutôt des passages. Autant je peux être critique sur mon travail, autant je trouve qu'il y a quand même des passages dont je suis content de comment j'ai réussi à les traiter. Il y a des moments où vraiment tout s'emboîte bien, c'est-à-dire que t'es content de ce que t'as écrit, tu trouves vraiment la musique qu'il faut, t'as bien réussi l'enregistrement, et c'est plutôt des petits passages comme ça. Et je pense souvent, j'aime beaucoup l'intro que j'avais faite des Space Wolves, qui est sans doute celle qui reste ma préférée, peut-être aussi parce qu'elle me touche avec les thèmes abordés. J'aime bien le côté fenricien, de voir sa vie comme une sorte d'aventure, de faire face à la mort de cette façon presque poétique. J'aime bien l'intro des Dark Angels, j'étais assez content. Quoi d'autre ? Dans les Dark Angels, j'ai beaucoup aimé aussi la partie sur Caliban. C'est la partie dont je suis le plus fier de cette vidéo. Le Royaume des Dieux, il y en a eu plusieurs bons moments. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait sur les cartes d'unification avec les JO. Avec la première fois, on a utilisé une carte animée qui montrait le déroulement des conquêtes. Après, c'était la première fois justement où on faisait ça, donc on apprenait encore. On a été un peu pris par le temps à la fin. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Chose qu'on a fait sur la croisade de Tramas. Je trouve la partie vraiment carte, la partie vraiment gestion de campagne était très propre. Dans le Royaume des Dieux, j'ai bien aimé le duel entre Slaanesh et Kain. Et la toute fin, la montée de l'empereur sur le trône d'or, qui faisait, je sais pas si beaucoup de gens l'ont notifié, mais qui faisait écho à la première scène de la première partie, où on a quasiment la même phrase, quasiment les mêmes images, où on trouve cet empereur bloqué sur le trône d'or qui écoute les prières de ses sujets. Ça, j'avais bien aimé faire cette sorte de petit clin d'œil, cette sorte de boucle entre le début de l'épisode et la fin. Ça, j'en étais assez content, la musique collait bien aussi. Sur Tramas, j'ai bien aimé la partie montée en tension, c'est-à-dire montrer les horreurs commises par les Night Lords, et ça culmine avec l'arrivée des Dark Angels. Ça, c'était cool, je trouvais. Et la fin aussi, j'ai bien aimé la partie, le retour du lion et la fuite des Night Lords.
Donc voilà, globalement, c'est des petits passages comme ça. Ouais, c'est plutôt des scènes dont je suis content, mais globalement, c'est dur pour moi de revoir une de mes vidéos. Je vois beaucoup ce qui ne va pas. C'est hélas un peu la malédiction de passer autant de temps sur sa création. C'est que on se focalise complètement sur les petites choses qu'on aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu mieux dire, trouver une autre musique, sans vraiment voir le tout. Et bon, c'est comme ça fait partie du jeu, mais je suis globalement satisfait. Et puis surtout, comme je disais, je fais ça toujours dans l'optique de créer une histoire que j'aurais aimé moi-même découvrir, que j'aurais aimé qu'on me raconte de cette façon, et voir le plaisir des gens. Voilà, ça me suffit. Savoir que pendant 2, 3 heures, 4 heures, je leur ai fait plaisir, qu'ils sont contents, que même certains, ça a pu les aider à passer certains moments difficiles. Bon, c'est magnifique. Mais bon, là, je dérive un peu de sujet. On va maintenant, hélas, s'arrêter là. On s'approche des 1 heure de FAQ. Et je suis désolé à toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre. Il fallait évidemment que je fasse des choix, sinon même mes FAQ allaient faire 4 heures. Donc ouais, je suis désolé, j'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu. Et pour finir, comme toujours, ce n'est pas original, mais je vous remercie encore infiniment de votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon travail continuera à vous plaire. Soyez certains que je donnerai mon maximum pour créer quelque chose de sérieux à chaque fois. Donc voilà, merci pour tout, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, des bisous.